Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si, tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau ? Bonjour Philippine, merci d'avoir accepté d'intervenir au micro de Parole d'artisan. Pour t'introduire et te présenter rapidement, tu t'appelles Philippine Paskiewicz, tu as 25 ans, et après une prépa littéraire à Blomet, une licence en art appliqué à Olivier de Serres et un master de recherche en histoire de l'art et religion à l'école des hautes études de sciences sociales, tu travailles à partir de 2021 comme mosaïste dans différents ateliers parisiens, avant de monter en 2022 ton propre atelier showroom, Pina Édition, situé dans le Marais à Paris. Est-ce que j'ai tout bon ? Oui, tout est bon. Merci à toi, Ombline, de me recevoir dans ton podcast. Pourrais-tu nous raconter, Philippine, comment tu as réussi à te lancer seule et pourquoi le nom de Pina Édition ? Je crois savoir que c'est en référence à une chorégraphe que tu admires, mais grande curieuse que je suis, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Oui, en effet, c'est en rapport avec Pina Bausch, qui est une danseuse et une chorégraphe que j'admire beaucoup, surtout par sa vision de l'art et sa façon d'user de son art. En fait, elle a vraiment une façon d'utiliser la scène pour raconter. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de vraiment me servir de mes matériaux, de mes pinces et de mes couleurs pour raconter, parce qu'en plus, historiquement, la mosaïque était vraiment narrative, et donc voilà, ça me semblait avoir du sens. Et j'ai un nom de famille qui n'est pas très simple à prononcer ni à retenir, et donc je voulais avoir un nom d'atelier qui soit concis, rapide, et on peut aussi considérer que Pina, c'est la contraction de mon nom de famille et de mon prénom. Est-ce que tu saurais nous dire d'où vient du coup ce savoir-faire ? Je sais que c'est ancestral, mais est-ce que tu as un mini historique à nous partager, histoire de se mettre un peu dans le bain ? Du coup, il me semble que la mosaïque est née en Mésopotamie ou dans le bassin méditerranéen il y a des milliers d'années, peut-être 6000 ans. Et puis après, il y a eu la grande période de la mosaïque. D'abord, il y a eu la mosaïque grecque qui est faite essentiellement de galets. Après, il y a eu la mosaïque romaine où là, on commence à avoir vraiment du marbre, de la pierre et des dessins, donc des fresques. Et souvent, dans les maisons, ça représentait ce qui se passait dans les différents lieux de vie. Et puis après, il y a eu différentes sortes de mosaïques, notamment en verre, qui sont arrivées pendant la Renaissance. Les mosaïques byzantines qui sont connues pour les tesselles d'or. Et aujourd'hui, on a les mosaïques contemporaines qui sont vraiment... aujourd'hui, la mosaïque, entendue en sens large, est vraiment très vaste. C'est vraiment une association de matériaux qui peut être complètement éclectique, qui constitue un tout qui peut être abstrait ou figuré. Donc voilà, avec ça, on peut aller où on veut, quoi. Ouais, ok. Et alors du coup, chez Pina Édition, tu travailles seule, c'est ça ? Je travaille essentiellement seule, ça dépend des projets. Il m'arrive de collaborer avec d'autres mosaïstes quand j'ai des grosses commandes. Ok. Mais au maximum, on est à 3. Ok, trop bien. Pour l'instant, bien sûr. Et est-ce que tu avais prévu de monter rapidement ton propre atelier après t'être formée ? Tu t'étais dit, je travaille pendant 2 ans, ensuite je me mettrai à mon compte ? Ou est-ce que c'est une occasion qui s'est présentée à toi et que t'as saisi en plein vol en te disant, c'est pour moi ? Je pense que j'ai toujours voulu, j'ai vraiment choisi la mosaïque dans l'optique de monter un atelier un jour. Je voulais vraiment mûrir le projet, donc j'ai travaillé avant pour me perfectionner et savoir vraiment quel allait être mon positionnement. Mais de toute évidence, j'allais monter mon propre atelier. Non. Okay. Après, c'est vrai qu'il y a eu des opportunités. J'ai fait un premier projet pour ma sœur qui montait son entreprise, sa boutique, et donc j'ai fait un premier pas de porte pour elle, et de fil en aiguille, peut-être que ça s'est fait plus vite que ce que je pensais grâce aux opportunités, mais de fait j'avais envie de monter mon atelier. Et oui, tu disais que tu travaillais là du coup dans cet atelier, on est au plein cœur de Paris, tu es dans un atelier pour toi qui est fait pour ça. Est-ce que du coup tu travailles souvent seule
Est-ce que c'est pas aussi un peu difficile? Enfin, c'est un métier que tu as choisi, et est-ce que c'est aussi... Enfin, t'avais cette envie d'être seule, ou de travailler tranquille, ou... Enfin, est-ce que c'est pas dur de temps en temps? Alors oui, être artisan, c'est un métier de manière générale, je pense qu'il faut être assez solitaire, ou en tout cas ne pas souffrir de la solitude, parce que je passe énormément de temps toute seule dans mon atelier. Mais oui, aussi, je l'ai complètement choisi, je suis hyper à l'aise avec ça. Après, il y a des moments où je suis... Bien sûr, c'est pesant, je suis contente d'interagir avec des gens, mais heureusement, ce n'est pas que ça. J'ai quand même la relation avec mes clients. Là, ici, j'ai quand même la relation avec mes voisins d'atelier, qui sont des artistes, des startups, des artisans. C'est hyper vivant, donc j'ai beaucoup de chance d'être ici, parce que pour le coup, je suis pas à me morfondre dans mon atelier. Et si j'ai un coup de mou, si je suis pas contente d'une chose ou d'une autre, je peux toujours aller déjeuner ou prendre un café avec quelqu'un qui... Voilà, facile, vu ta position géographique. Et est-ce que du coup, tu peux nous redire, parce que je le sais, mais tu me l'as dit avant, tu parlais d'artistes à côté de toi, est-ce que tu peux expliquer un peu le lieu dans lequel tu travailles ici là? Ouais, bah là je suis arrivée depuis quelques mois au cœur de Paris, sur la place de l'Hôtel de Ville, aux Arches Citoyennes. C'est un tiers-lieu qui est tenu par Plateau Urbain, donc c'est une asso qui fait de l'occupation temporaire de bâtiments et qui permet à des artistes et à toutes sortes de structures de louer à court terme des lieux de travail. Trop de chance. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es venue cette passion de la mosaïque? Est-ce que tu savais depuis ta tendre enfance que ce serait le métier que tu ferais? Ou est-ce que c'est une vocation plutôt tardive? Non, je me suis jamais vraiment projetée mosaïste petite. Je pense que j'étais une enfant qui était très rêveuse, dans la lune. Donc je passais beaucoup de temps à dessiner, à créer. Je faisais un peu de mosaïque avec ma grand-mère, je faisais beaucoup de loisirs créatifs. Enfin, j'étais déjà un peu dans cet univers-là, mais je me suis jamais posé la question d'en faire un métier. Parce qu'en grandissant, c'est plutôt les lettres et le côté artistique des lettres, donc l'écriture qui m'attirait. Mais en fait, au bout de 3 ans d'études, à la fin de ma licence, je me suis dit que vraiment j'avais envie de me mettre, de reprendre ce côté plus artistique, plus proche de la matière. Et c'est là où j'ai décidé de faire une école d'art. Et pourquoi la mosaïque? À l'époque, j'étais en Erasmus à Vienne et j'avais beaucoup de temps libre, donc je passais beaucoup de temps dans les musées. C'est aussi le moment où je me suis remise à dessiner. J'ai même commencé à vendre mes dessins. Je faisais des petites commandes, des petites illustrations. Et en fait, j'étais super fière de moi. J'adorais les moments que je passais à dessiner. J'étais contente des échanges que j'avais avec les gens qui me passaient commande. Et donc j'aimais vivre de l'art. Enfin, ça m'a plu tout de suite. J'en vivais pas. C'était plus un job d'étudiant, bien sûr, hein, mais ça m'a plu. Et la mosaïque, c'est vraiment... Je me suis réveillée un petit matin avec l'idée de faire de la mosaïque. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais ça ne m'a jamais quittée depuis. Ça fait bientôt 4 ans. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment... j'avais envie de faire de l'art, donc, mais je me voyais pas être artiste comme ça, du jour au lendemain. Se définir en tant qu'artiste me mettait un peu mal à l'aise, et j'ai découvert le mot magique d'artisan, où en fait, t'avais vraiment cette rencontre entre la démarche artistique et en même temps... un côté très entrepreneurial en fait. Tu vas monter un atelier, faire en sorte que ça marche, trouver des clients, les accompagner, travailler avec différents corps de métier aussi. Et c'était vraiment le tout de l'artisanat qui m'a séduite, et en fait j'ai tout de suite vu, plus que des études, vraiment un projet professionnel arriver dans sa globalité, et ça me plaisait beaucoup. Ok. Ton Erasmus, il arrive à quel moment de tes études ? En 3e année de licence, et après j'ai refait une licence d'art appliqué en même temps que mon master. Ah ok. Ouais. Ok. Et donc ton master arrive quand même à la suite d'Olivier de Serres ? Non, en même temps. Ah ok, tu peux faire le... J'ai bénéficié d'un concours de circonstances super qui m'a permis de... Enfin, c'était plus en fait à la fin de ma licence d'humanité. J'ai présenté un master de recherche. En même temps, j'ai présenté une école d'art. J'ai été prise d'abord dans mon école d'art. J'ai commencé mon année scolaire.
Et fin septembre, j'ai eu les réponses des admissions au master. Et j'ai donc été prise et je pouvais pas refuser. Enfin, je rêvais de faire ce master. Et par chance, j'ai échangé avec mes profs qui ont été super bienveillants, qui m'ont permis d'avoir plein d'équivalences d'un côté et de l'autre pour pouvoir me faire un emploi du temps sur mesure. C'était très sportif dans un premier temps, mais par chance ou pas, il y a eu le Covid après et tout est passé à distance. Et alors là, c'était absolument parfait. Enfin, j'ai pu faire ça de front, donc c'était idéal, quoi. Trop bien. Ok. Donc t'as pas en fait vraiment baigné dans un cadre familial tourné autour de l'artisanat, etc. Tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure, qui t'a fait un peu baigner là-dedans, mais t'as pas des parents artisans ou de près ou de loin, quelqu'un qui t'a donné envie. Je pense qu'on a une fibre artistique dans la famille. Dans ma famille, c'est plutôt des musiciens. Okay. Ils en vivent pas, mais ils sont tous très musiciens, l'oreille musicale, ils jouent des instruments, ils chantent très bien. Et donc il y a cette fibre. Maintenant, je dirais que dans la famille, on est plus entrepreneur que artiste. Okay. Enfin, j'ai quand même un frère et une sœur qui sont entrepreneurs, donc voilà. Hyper intéressant. On s'attire les uns les autres vers la folie entrepreneuriale. Trop bien. On dit souvent que se lancer à son propre compte, déjà ça peut faire peur, et puis on peut être très vite confronté à des épreuves, etc. Alors je sais que c'est tout récent, Pina Édition, mais est-ce que tu as déjà été confronté, tu disais que toi le Covid c'était pendant tes études donc c'est bon, mais est-ce que tu as eu des épreuves à surmonter, un local notamment, enfin tu vois, j'imagine il y a des petits détails, ou alors au contraire fonctionnait plutôt bien? Je pense que quand on est dans le cœur du sujet, on a tendance à se dire qu'on enchaîne les trucs qui vont pas, mais quand on dézoome, honnêtement, j'ai vraiment de la chance parce que mon parcours jusqu'à maintenant est quand même, il y a assez peu d'embûches. Mon premier atelier, par exemple, convenait pas du tout à mes attentes, mais ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui étaient super, qui m'ont donné des super conseils. J'ai eu de la chance de le trouver à ce moment-là parce que ça m'a quand même bien dépanné, donc bon, c'était pas l'idéal, mais c'était pas horrible non plus. J'ai raté des très beaux projets, on m'a proposé des chantiers de fou. Et ça a été des coups durs, monstres, parce que j'étais tellement déçue de pas les avoir, mais en même temps je me dis c'est quand même incroyable qu'avec si peu d'ancienneté sur le marché de la mosaïque, on me contacte pour des projets qui soient aussi dingues. J'ai vraiment de la chance d'être ne serait-ce que parmi ceux qu'on contacte, quoi. Donc il y a des projets aussi, si je continue, que j'ai pas vendu assez cher, oui, mais en fait ils m'ont apporté d'autres chantiers derrière. Et puis pas assez cher, en fait, tant que ça paye les matériaux, c'est déjà pas mal. Donc en vrai, je dirais que pour l'instant, je croise les doigts, ça va. Il n'y a rien que je ne puisse pas continuer à surmonter. On te le souhaite. Et tu dis être passionné par le geste, les textures, les couleurs et les motifs. C'est ce qui t'inspire et te donne le goût du fait main avec amour. Est-ce que ça a toujours été une volonté pour toi d'avoir dans ton métier cette notion du fait main, mais surtout du fait avec amour? Oui, complètement. Ça va de soi. Quand on est si proche de la matière, qu'on met tellement de nous dedans que ça a énormément de sens. Et au-delà de ce que moi je donne dans chaque création, en face de moi, j'ai quand même des clients qui ont des projets qui leur tiennent tellement à cœur. Et souvent, la mosaïque, c'est vraiment la petite folie du projet, leur plaisir, la chose dont ils rêvaient quand ils se projetaient, leur premier restaurant, leur première boutique, ils imaginaient une mosaïque et ça leur fait trop plaisir. Et en fait, cette relation, cette fierté autour de la mosaïque qui se crée avec le client, elle est géniale et c'est fait et reçu avec amour, je dirais. Trop bien. Pourrais-tu nous raconter rapidement le processus de la création d'une mosaïque? Est-ce qu'il existe une seule technique, une seule manière de poser ou je sais pas, est-ce que... Et puis, pour quel genre de projet on fait appel à tes services ou bien à tes talents? Le processus de création de la mosaïque, il y a différentes techniques. Bon, déjà, un processus créatif, ça dépend des attentes du client. S'il vient avec une idée très précise en tête, avec un logo, ou voilà, il veut juste une reproduction, auquel cas il y a juste le choix des matériaux et le choix du calpinage, donc de la façon dont on va aligner les tesselles et les couper et les agencer. Les tesselles, c'est les petits... c'est tout ce qui compose une mosaïque. Ouais. Okay. Soit ils viennent avec leur logo, soit
ils viennent avec un peu une carte blanche ou pas, ou juste un mood board, et là on va rentrer dans une phase de dessin et d'échange avec le client pour choisir les différents matériaux, le design et faire en sorte que tout ça puisse rentrer aussi dans une enveloppe qui nous convienne à tous les deux. Une fois que tout ça est bien clair, on passe à la fabrication, et il y a 2 techniques de fabrication, la pose directe et la pose inversée. La pose directe se fait sur filet et elle est privilégiée pour les petites surfaces, ou quand on travaille par exemple en dégradé, c'est plus agréable de travailler en pose directe parce qu'on voit les tesselles au moment où on travaille. La pose inversée, on va renverser le dessin numériquement, le reproduire à l'échelle, et après on va poser toutes les tesselles à l'envers sur du papier craft, ce qui va permettre après de venir poser la mosaïque plaque par plaque, comme pour le filet, et de dévoiler au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup plus pratique pour les grandes surfaces. Okay. Je sais pas si c'est expliqué de façon très claire. Le mieux c'est de venir en atelier pour voir, mais... oui, c'est vrai. Parce que moi j'imagine, parce que j'ai déjà vu les processus, mais en effet, il y en a une que tu préfères, toi ? Il y a un effet de surprise avec le craft qui est quand même incroyable. On est encore plus dans l'attente, mais en même temps ça fait un peu peur. On est moins dans le contrôle. Et je me demandais aussi comment tu trouvais concrètement tes inspirations. Est-ce que tu es dotée d'une curiosité telle que tu es toujours en recherche de nouvelles références, de nouvelles inspirations à mettre au service de ton travail ? Et si c'est le cas, où est-ce que tu les trouves ? En fait, quand j'ai monté mon atelier, j'avais une idée assez précise en tête de faire une maison d'édition de mosaïque. Et donc je voulais, et je veux toujours d'ailleurs, sortir des collections de motifs, comme des éditions de papier peint, et à partir desquelles on pourrait s'inspirer pour des commandes sur mesure. Et donc ces motifs-là, pour l'instant, mes premières collections, je les ai imaginées seule. Les inspirations sont diverses et variées parce que j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour rencontrer plusieurs catégories de clients et proposer des designs aussi dans la fabrication qui soient plus ou moins complexes parce que ça joue énormément sur le prix aussi, donc proposer différentes gammes de prix. Donc là, ma première collection Reine de Cœur, j'étais vraiment sur quelque chose de très ornemental, inspiré des ornements perses. Et j'ai vraiment... je suis partie dans quelque chose qui me ressemble vraiment. Moi, j'aime beaucoup les choses chargées, la couleur. Maintenant, ça fait pas forcément l'unanimité, sachant que la mosaïque, c'est déjà... le matériau apporte déjà une complexité en elle-même. Donc j'ai fait d'autres collections ensuite... Sable et la piscine qui se voulaient un peu contraster et jouer sur vraiment des choses plus douces. Maintenant la couleur je peux pas m'en empêcher, j'ai tendance à en mettre beaucoup, mais voilà, des choses plus douces qui mettent plus en valeur peut-être le matériau. Et là, je sais pas, je réfléchissais plutôt en fonction des saisons. La piscine c'était l'été, donc ça m'est venu comme ça. Là, je vais sortir une prochaine collection qui s'appelle l'Orangerie, où j'ai fait le shooting dans une serre et c'est quelque chose de plus végétal, et du coup pour moi c'était la rentrée. Je voulais que ce soit un peu qu'on se sente dans une serre, quoi, que les couleurs soient un peu humides, et en même temps j'ai mis des citrons pour que ça soit acide. Enfin, je sais pas, je suis un peu inspirée par les saisons, les lieux. Et voilà, c'est assez spontané. Maintenant, dans l'idéal, j'aimerais quand même, et je suis en train de le développer en ce moment, travailler en collaboration, parce que la créa c'est quelque chose, trouver son identité artistique c'est quand même quelque chose qui met beaucoup de temps. Moi en premier lieu je suis artisan, et puis après j'essaie de développer mon univers, mais j'ai encore du chemin à faire. Et j'admire beaucoup le travail en colorimétrie et en motif de beaucoup de designers, d'artistes, et c'est vers eux vers qui j'ai envie de me tourner pour collaborer avec eux et leur offrir un peu mon savoir-faire, et leur dire voilà, vous faites des super motifs, ça serait juste sublime en mosaïque, alors collaborons et faisons une collection ensemble. Et l'idée de Pina Édition, c'est d'éditer ces artistes et ces designers pour faire des collections de motifs avec eux qui puissent donner suite ensuite à des projets, et que voilà, on démocratise un peu ensemble l'artisanat dans les projets d'architecture. Ok, c'est génial. Et attends, quand tu parlais de cette volonté de créer une maison d'édition,
c'est pour avoir des gammes de collections, enfin des collections que tu puisses répéter, c'est ça, ça sert à ça une maison d'édition? La maison d'édition, c'est proposer à des artistes de les éditer. Moi, j'édite pas à grande échelle, j'édite sur un échantillonnage qui va faire office de présentation pour les clients en disant voilà, on fait un échantillon de 60 par 60, comme ça vous permet déjà de visualiser ce que pourrait rendre le projet. Et après, une fois que les clients ont flashé sur tel ou tel motif, et on le reproduit à plus grande échelle chez eux. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a des mosaïstes que tu admires, que tu suis et qui t'inspirent, ou alors ton inspiration elle vient pas forcément d'autres artisans qui font la même chose que toi? J'essaye de pas trop m'inspirer des mosaïstes parce que... Mais ça pourrait être des mosaïstes des anciens, enfin ça oui, bien sûr. Après, quand on fait de l'olorico, on reconnaît tout de suite, c'est très reconnaissable. Moi, je suis plutôt partisane de faire quelque chose de nouveau et d'aller hors des sentiers battus et justement, à travers la rencontre avec d'autres corps de métier, proposer d'autres visions de la mosaïque et aller là où on n'a pas l'habitude d'aller avec ces matériaux. Aujourd'hui, il y a différents types de mosaïstes. Il y a ceux qui font de la reproduction, qui sont vraiment très proches de la demande du client. Et il y a quelques mosaïques qui se distinguent par leur regard artistique sur leur projet. Et c'est un objectif en soi d'avoir cette identité artistique pour guider tous les projets et qu'il y ait une cohérence et une vraie identité. Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, alors il vaut mieux pas trop se marcher les uns sur les autres de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, enfin, c'est un métier rare. Je trouve que c'est de moins en moins rare. En Italie, il y a énormément de mosaïstes. En France, il y en a quand même quelques-uns, de plus en plus. Je pense qu'on n'est pas sur, la dorure à la feuille, la tranche, je sais plus comment ça s'appelle, ou la plumasserie, où c'est peut-être un peu moins rare, mais ça reste un métier. Ouais. Voilà. C'est pas, tu fais pas partie de ceux qui sont inquiets pour la transmission d'un savoir-faire qui disparaît. Pas en mosaïque en tout cas. Non, pas en mosaïque. Je pense que la mosaïque a de beaux jours devant elle et qu'au contraire, on va de plus en plus loin et que c'est super. Ouais. C'est un savoir-faire qui se retrouve de plus en plus. Enfin, c'est vrai que, est-ce que c'est pas un renouveau on n'est pas allé rechercher quelque chose qui avait un peu disparu? Oui, si, je sais pas si ça avait vraiment disparu, je pense que ça a toujours un petit peu survécu comme ça. Ouais, ok. Mais là, oui, clairement, il y a un coup de fouet qui est assez important. J'ai de la chance de lancer mon atelier à un moment où il y a un regain d'intérêt pour l'artisanat de manière générale et pour la mosaïque qui est quand même assez impressionnant. Mais tu crois que c'est dû à quoi ça? Enfin, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et d'ailleurs, je fais un podcast dessus, mais pourquoi à ton avis, on est tellement en recherche de retrouver des savoir-faire, du coup pas forcément disparus, mais on est quand même en recherche du fait main. Je pense que en tant qu'artisan, ça paraît évident que le fait main, c'est beaucoup mieux qu'une mosaïque, c'est mieux que du papier peint, que dans le temps, ça va durer beaucoup plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être en quête d'authenticité, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme, si c'est un petit peu... c'est peut-être un peu biaisé comme terme, je ne sais pas, mais quand je vois qu'aujourd'hui on réajoute à la Samaritaine toutes les fresques, il y a vraiment une quête de l'essence même des lieux quand on les a pensés, quand ils ont été créés, et essayer de retrouver leur âme. Et les métiers d'art, indéniablement, c'est quand même un facteur d'âme dans l'architecture qui est indispensable et qui mérite tout à fait de revoir un petit peu la lumière. Je crois savoir que tes projets sont pas seulement parisiens et je crois aussi savoir que tu fais beaucoup de devantures, enfin j'ai cru voir que tu fais beaucoup de devantures au sol et murales. Et est-ce que tu as des terrains ou des zones de réalisation favorites? J'imagine que par exemple réaliser une devanture ça doit être génial pour toi parce qu'il y a une vraie mise en valeur de ton travail. Rentrer dans une boutique où tu vois ta mosaïque au sol, ça doit être hyper satisfaisant. Oui, et puis même pendant la pause,
Je passe quand même une journée, une bonne demi-journée sur place et les gens s'arrêtent pour discuter avec moi. Enfin, c'est des projets qui sont assez sympas. Après, est-ce que j'ai une préférence? Clairement, moi j'aime bien la déco. Je trouve que ça donne plus de liberté. Pour l'instant, j'en fais peu et je fais beaucoup de pas de porte, effectivement, d'enseignes. Ça me plaît beaucoup. Je trouve que notamment au niveau de l'échange avec le client, c'est super. Mais j'ai assez peu de liberté dans la créa et c'est vrai que je trouve que c'est quand même aussi intéressant d'intervenir par exemple chez des particuliers, chez les gens, d'imaginer un décor qui va les accompagner tous les jours et pas juste un client de passage. C'est quand même autre chose et ça me plairait de m'orienter un peu plus vers ça dans les années qui viennent. Ok. Et oui, en fait, j'avais pas fait le lien, mais bien sûr, t'as des projets pour des particuliers et pour des publics, j'imagine, je sais pas si on dit comme ça, mais pour une boutique, ouais, voilà, des professionnels. Et ça doit être quand même génial pour toi parce que ça te fait quand même un bon bouche à oreille parce que les gens viennent, voient, alors que chez un client particulier, c'est ses amis qui le voient, quoi. Enfin, ça fait quand même moins de passages. Oui, non, mais c'est sûr que le bouche à oreille côté pro est absolument d'une efficacité remarquable. Là, par exemple, depuis que j'ai lancé mon atelier, j'ai pas démarché une seule fois personne. Wow. L'essentiel de mes clients, c'est Instagram et le bouche à oreille. Ah, donc hyper intéressant. Donc tu postes tes projets, une fois réalisés, fier de tes projets, ouais. Tu les mets sur Instagram, les gens les voient et te contactent, ou alors, bouche à oreille. Ouais. Trop bien. Et un projet m'apporte un projet et demi. Je saurais pas faire un ratio, mais je sais que chaque post Instagram donne lieu à un certain nombre de devis. Ouais. C'est assez immédiat, c'est assez impressionnant. Ouais. Est-ce que du coup, tu fais attention à... est-ce que tu passes du temps pour ton Instagram? Est-ce que tu essayes de faire des jolies images? Est-ce que tu y passes du temps pour pouvoir avoir une belle image de marque? Oui, je suis une malade d'Instagram. D'ailleurs, je poste pas beaucoup sur Instagram parce que je suis hyper contrôle fric et il faudrait que je poste plus, peut-être l'envers du décor, mon atelier, tout ça, mais j'aime les photos quand c'est bien fini, quand le résultat est là. Alors de temps en temps, je mets des photos en atelier, mais non, j'ai tendance à vachement cadrer ce que je partage parce que j'ai pas envie de... Enfin, je trouve que aussi on est dans des métiers où on a des projets parfois qui peuvent être un peu confidentiels, que ce soit parce que c'est des particuliers et qu'on travaille chez eux, ou alors des professionnels qui ont des ouvertures de boutiques sur lesquelles ils n'ont pas encore communiqué. On peut pas se permettre de communiquer à la va-vite n'importe comment et n'importe quand sur les projets. Donc souvent, entre une photo et sa réalisation, il y a plus de 3 mois. Voilà. Tous tes posts sont réfléchis. Ouais. Ok. J'essaye à travers ce podcast de faire un parallèle entre l'artisanat et l'architecture et de montrer que l'artisanat vient mettre en valeur l'architecture. Je me demandais si toi, en tant que mosaïste, tu es régulièrement en relation avec des architectes ou des architectes d'intérieur ou est-ce que plus souvent tu es en commande directe avec le client? Est-ce qu'il y a cet intermédiaire entre le client et toi ou pas? Oui, la plupart du temps, il y a des architectes qui me contactent, mais il arrive que de temps en temps, ce soit les clients qui viennent me voir directement et qui ensuite me mettent en lien avec leur architecte. Ok, donc il arrive quand même que des architectes te contactent toi? Oui. Et viennent pour venir travailler sur le projet, ok. Est-ce que du coup, il existe des moments où tu es pas du tout libre de ton travail, commande soit déjà presque entièrement dessinée par l'archi ou l'archidinte plutôt j'imagine, ou au contraire, tu es dans un milieu, est-ce que la mosaïque est un savoir-faire où on laisse l'artisan complètement libre et avec une grande marge de manœuvre? Ça arrive très souvent qu'on vienne avec une charte graphique très précise, un logo, et que j'ai très peu de marge de manœuvre, à part dans le conseil au niveau des dimensions, des matériaux, de l'agencement des tesselles. C'est des détails, mais on va dire que le visuel est souvent aux mains du client ou de l'archi. Du coup, ça en est moins amusant ou pas? Franchement, ça dépend. La dernière fois, il y a des logos qui sont
plus ou moins, enfin tout n'est pas pensé pour être fait en mosaïque. Donc de temps en temps on me contacte pour faire des mosaïques et le graphiste n'avait pas envisagé qu'il y ait une mosaïque qui soit faite, donc il n'y a pas vraiment de challenge. Ça apporte toujours quelque chose bien sûr, mais il n'y a pas toujours une rencontre sur des petits projets où c'est juste une typo ou un truc comme ça. Maintenant, là, récemment, j'ai fait un projet pour un café qui s'appelle Blondie et ils ont un graphiste qui leur a fait un logo sublime et honnêtement, je trouve que la mosaïque apporte énormément à ce logo. Ça donne vraiment c'est un petit ange qui souffle et ça apporte vraiment un côté romain, un petit angelot. J'étais hyper contente de cette réalisation. Génial. Il y a une question qui me tient à cœur. Est-ce que, en tant que jeune artisan, et puis en tant que femme artisan, tu as déjà eu des difficultés à te faire respecter vis-à-vis des gens avec qui tu as dû travailler ou pour qui tu as dû travailler? Ou bien au contraire, on t'a toujours accordé beaucoup de crédibilité et on a toujours été assez bienveillant avec toi? J'ai l'impression que les gens me font confiance jusqu'à présent. Sur les chantiers, c'est autre chose parce que sur place, généralement... c'est un milieu masculin. C'est un milieu masculin. Je suis parfois décrédibilisée dans le sens où on me porte beaucoup d'aide que je ne demande pas et dont je n'ai pas besoin. Mais j'apprécie. Enfin, en fait, je vois pas l'intérêt de... Enfin, moi, ça me fait juste avancer plus vite dans mon chantier. Je suis pas vexée tant qu'il n'y a pas de misogynie et de gestes mal placés ou de remarques mal placées. C'est juste une aide excessive, en fait. Et je le sens bien, c'est parce que voilà, je pense que j'ai l'air aussi assez jeune et que effectivement, je suis une femme sur un chantier. Mais il y en a de plus en plus des femmes sur les chantiers. Oui, c'est vrai. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes, en tout cas avec mes clients, aucun. Ok. Es-tu souvent tranquille sur tes projets ou tes chantiers, ou bien tu es régulièrement en contact justement avec d'autres corps de métier? Tu parlais de gens qui venaient t'aider, etc. Donc j'imagine que tu côtoies quand même, quand tu es sur place, d'autres personnes. Est-ce que tu portes une importance particulière pendant ces moments où tu es sur place à l'entente avec les différents artisans, les différents corps de métier qui sont sur place, ou alors au contraire tu fais partie de ceux qui sont contents d'être dans leur coin et du coup... On fait les réunions de chantier quand on est sur un projet en tant que mosaïste. Donc on a l'occasion de rencontrer tous les corps de métier qui vont intervenir dans le projet, les maîtres d'œuvre, les archis, les assistants d'archi. Donc c'est toujours un moment intéressant, important, parce qu'il faut aussi qu'on se mette bien d'accord pour que tous les travaux se fassent en bonne entente, qu'on respecte le travail des uns et des autres, que je pose pas une mosaïque et puis qu'on mette un coup de... Je sais pas, qu'on pose le parquet après et que en fait toutes mes finitions soient flinguées, ou à l'inverse que je pose ma mosaïque juste après qu'on ait repeint et qu'il y a un risque. Ça n'arrive jamais bien sûr, mais c'est pour donner des exemples. Et donc c'est un moment important. Maintenant c'est vrai que quand on est sur les chantiers de manière générale, on est chacun bien occupé, quoi. Ouais. Quel moment du projet ou du processus de création, quel qu'il soit, préfères-tu? À quel moment tu prends le plus de plaisir à faire ton travail? Je pense que le moment qui me plaît le plus, c'est le moment de la créa, quand je suis vraiment en atelier en train de fabriquer. Donc seule? Donc seule. Ouais. En fait c'est ça, parce que je suis zen, parce que le projet est lancé, ça y est. Comme je travaille, je vois que mes deadlines sont justes ou pas, et en fait je suis dans le contrôle de ce qui est en train de se passer. Je sais que j'ai une date de pause, je sais que j'ai un acompte, je sais que j'ai un client qui attend ça. Enfin en fait tous les pions sont placés et j'ai plus qu'à faire ce que je sais faire. Donc en fait c'est la partie la plus agréable. Maintenant c'est vrai que les premiers échanges avec le client sont toujours hyper intéressants. Ouais. Et du coup, en lien avec cette question, est-ce que il y a des moments où tu sens que... Enfin, j'imagine que c'est le cas parce que c'est normalement le cas pour tous les artisans, mais il y a des moments où tu dois être charrette. Est-ce que
ça te convient cette vie où il y a quand même pas mal de stress, de rendu à terminer est-ce que jeune et tout, après c'est évidemment le moment où il faut le faire et où on peut se donner à fond, mais est-ce que c'est une vie qui te convient quoi? Honnêtement, c'est assez compliqué pour l'instant. J'ai des projets, mais c'est vrai que ça m'arrive très souvent de récupérer des projets en toute fin de chantier. Je vais avoir des deadlines qui sont très très short et ça met beaucoup de pression, mais même au-delà de ça, en fait, le fait de ne pas pouvoir toujours voir venir les mois qui arrivent et travailler entre guillemets au pied levé, même si bon, entre deux chantiers, je travaille toujours sur des collections, des choses, ou en sous-traitance. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Maintenant, je pense qu'avec le temps, j'espère que je vais réussir à avoir une clientèle qui me permet d'avoir un carnet de commandes qui soit un peu moins en accordéon. Et je désespère pas que dans quelques années, je trouve un peu plus de stabilité. Je sais que c'est possible, je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers qui ont réussi à trouver ce niveau de stabilité. Maintenant, si ça ne vient pas, effectivement, je me poserai la question parce que c'est un rythme de vie qui est très compliqué. Ok. Et auquel tu t'attendais ? Non. Non, franchement, c'était un peu la surprise. Je suis arrivée la fleur au fusil. Je savais que je voulais monter mon atelier. J'ai pris les projets au fur et à mesure. J'ai eu de la chance d'en avoir direct. Et puis d'un coup, hop, tout est retombé. Et j'ai connu mes 2 premiers mois sur chantier. Et alors là, ça m'a fait peur. Mais en fait, je me suis rendu compte que bon, j'étais au tout début. Il y a tout à faire. Donc c'est ce que je disais. En fait, il y a un portfolio à faire, une collection à sortir. Oui, bien sûr. Il y a toujours plein de choses à faire. Donc je commence à m'habituer et à ne pas apprendre un peu plus sur moi, moins subir les ascenseurs émotionnels. Philippine, trouves-tu le lieu dans lequel tu t'implantes valorisé une fois le travail posé et établi ? Arrives-tu à voir la mise en valeur de l'architecture du lieu dans lequel tu es implanté grâce à ton savoir-faire, grâce à la mosaïque que tu viens poser ? Je te demande pas ça tant pour te mettre mal à l'aise et que tu aies à te vanter de ce que tu fais, même si ça mériterait, mais plutôt parce qu'en plus tu en parlais tout à l'heure quand tu parlais de tes posts Instagram, de cette fierté nécessaire lorsqu'un travail est terminé. Est-ce que c'est important pour toi de réfléchir lorsque tu travailles, de mettre tout ton cœur et ton âme à l'ouvrage, ou est-ce que en fait c'est quelque chose que tu fais naturellement et inconsciemment parce que tu aimes ce que tu fais ? Je vais naturellement mettre tout mon cœur à l'ouvrage, c'est ma façon de travailler de toute façon. Après la satisfaction au moment de la pause et la valeur ajoutée, oui, je suis toujours très fière de mes projets. J'estime que c'est une valeur ajoutée parce que je pense qu'un détail artisanal, que ce soit de la mosaïque, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, ou un détail en marqueterie, ou des beaux luminaires, un peu design ou quoi que ce soit, en fait, même une belle tapisserie d'ameublement, ça me touche et je vois tout de suite la différence dans un lieu. Et même d'ailleurs, parfois quand je me balade dans la rue, je vois des pas de porte laissés vides avec un pauvre paillasson et je me dis c'est tellement dommage en fait, cet hôtel est sublime et là ils ont un paillasson et j'hésite parfois à laisser ma carte au standardiste en disant vous faites quelque chose. Et je suis un peu obsessionnelle du détail. Mais bon, c'est peut-être un biais professionnel, mais donc oui, je pense que ça apporte beaucoup à la déco, à l'univers. Aujourd'hui, on a quand même des graphistes, des archis d'intérieur qui travaillent à développer vraiment des lieux uniques. Et la mosaïque, souvent, vient s'ajouter à ces lieux-là qui ont été pensés pour vraiment faire vivre une expérience aux clients, en l'occurrence, quand je parle des boutiques, des commerces. Et donc au niveau de la déco ça apporte beaucoup. Après au niveau de l'architecture, je pense que j'ai pas encore fait assez de projets vraiment d'envergure pour pouvoir voir ma création, mon projet se fondre de telle sorte dans le décor que je vois une influence sur l'architecture globale. Voilà. Mais tu penses quand même que c'est le cas. Mais toutes les fois où j'ai pu le constater dans le travail des autres, j'ai trouvé ça absolument bluffant. Ouais. Donc c'est quand même un élément de réponse à toute ma réflexion et à ma volonté de ce podcast, de se demander, moi j'en suis convaincue, mais de savoir que l'artisanat vient embellir l'architecture et qu'elle est en fait elle est fondamentale. Après, si je peux juste apporter une nuance, je dirais que
Moi j'ai pas mal travaillé sur l'ornement et le renouveau ornemental. Et l'artisanat et l'ornement c'est très lié, et on a connu quand même une période dans l'architecture très dépouillée d'ornement, ou en tout cas d'ornement artisanal. Et l'ornement se retrouvait, et en fait c'est dingue à quel point il est jamais vraiment parti, parce que l'ornement s'est retrouvé relégué dans les volumes, dans la lumière, et en fait l'habit le plus simple de l'architecture faisait créer toujours quelque chose d'ornemental, presque sublime, parce qu'imperceptible. Mais je pense par exemple à l'exemple le plus parlant, peut-être c'est Tadao Ando, où en fait avec rien, il y a les murs parlent tout seuls, et en fait et l'ornement est là malgré tout, et se tient sans artisan. Et je suis ravie que ça revienne, hein, mais je pense que ça existe aussi, le beau sans artisanat. Ok, hyper intéressant. Et dans ce cas, qui passe... Oui, t'as raison, en fait, qui passe par l'architecture seule parce qu'elle se suffit à elle-même. Et alors, dernière petite question, ou peut-être avant-dernière d'ailleurs, que peut-on souhaiter à Pina Édition et que peut-on souhaiter à sa fondatrice ? Écoute, de continuer comme ça, mais en x10, ce serait pas mal. Mais pas tout d'un coup, juste progressivement, quoi. Un truc, un bel avenir cohérent. J'aimerais bien que ça continue comme ça. Des belles rencontres, des designers, des artistes. Si vous voulez être édité chez Pina Édition, faites-moi signe. Et voilà, les architectes aussi, sachez que je suis très impatiente de faire des projets d'architecture d'intérieur, des salles de bain, des sols, des cuisines. Je suis open to work. Trop bien. Philippine, est-ce que tu as des conseils à donner à la future architecte d'intérieur que je suis, qui espère bien avoir un jour l'occasion de faire appel à une superbe mosaïste parisienne, qui devra gérer, il me semble, l'entente entre différents artisans, parce que c'est un peu le rôle de notre métier aussi. Je sais pas si j'ai assez d'expérience pour te donner des conseils, mais je sais qu'en tant qu'artisan, c'est agréable de travailler avec des archis qui te font confiance et qui ont confiance en ton expertise. Parce qu'en fait, les artisans sont des experts de leur savoir-faire, et il faut s'en remettre à eux. Je pense que c'est une bonne chose, peut-être pas complètement, hein, parce qu'il faut les challenger aussi, mais c'est très agréable de bosser avec des gens qui ont confiance en nous. Elle est trop bien ta réponse. Merci infiniment Philippine pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de parler au micro de Paroles d'Artisan. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à suivre les actualités de Pina Édition sur Instagram, ou de faire un tour sur leur site internet, ou d'écouter les bons conseils que vient de donner Philippine. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour faire parler de tous ces métiers de savoir-faire, rares ou pas, au service du beau. À très bientôt pour un prochain épisode. Est-ce que tu as un autre truc à rajouter ou pas ? On est bon ? Merci beaucoup. Tu veux ? Merci à toi.